Elle est sourde. Nous ne pouvons pas élever un enfant handicapé, a dit mon fils à propos de sa fille nouveau-née. Nous l'avons donnée à l'adoption, tu ne peux rien y faire. Je suis parti et j'ai passé des années à apprendre la langue des signes et à la chercher partout. Mon fils pensait que j'avais abandonné. Puis un jour, mon fils a appelé. Sa femme venait d'avoir une petite fille. Ma petite fille. J'étais à l'étranger pour le travail. Je lui ai dit que je serais là dès que possible. Quand je suis finalement entré dans leur maison, il n'y avait pas de bébé. Où est-elle? Mon fils ne voulait pas me regarder. Nous l'avons donnée à l'adoption. Je l'ai dévisagée. De quoi parles-tu? Elle est sourde. Nous ne pouvons pas élever un enfant handicapé. Ils avaient abandonné leur fille de 5 jours parce qu'elle n'entendait pas. Je les ai suppliés de me dire où elle était, quelle agence. Je la prendrai moi-même. Les dossiers sont scellés. Tu n'as aucun droit. Il s'était assuré que je ne pourrais jamais la retrouver. Ma petite fille était seule, rejetée parce qu'elle était sourde. Alors, j'ai décidé que j'allais apprendre sa langue, pour que, lorsque je la trouverais, la première chose qu'elle verrait serait quelqu'un qui avait passé des années à se préparer à la comprendre, à lui dire qu'elle était désirée, qu'elle l'avait toujours été. Mon fils pensait que l'histoire s'arrêtait ce jour-là. Ce n'était que le début. Mon nom est Nancy et voici mon histoire. Avant de continuer, veuillez laisser un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et abonnez-vous à la chaîne. Maintenant, revenons à l'histoire. Le téléphone a sonné alors que je révisais mes diapositives pour mon discours au centre d'affaires de l'hôtel, à Berlin, 3 jours avant de devoir prendre la parole à la conférence européenne sur la gestion immobilière. Maman, ça y est. Vanessa est en travail. La voix de Christopher était excitée et haletante. J'ai fermé mon ordinateur portable. En ce moment, nous sommes à l'hôpital. Ils disent, encore quelques heures. Tu vas avoir une petite fille, maman. Ma poitrine s'est serrée d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis la mort de mon mari. Une petite fille? Je prends l'avion. Tu n'as pas cette conférence, Christopher? Vous allez avoir un bébé. Je sais, mais tu es l'oratrice principale, n'est-ce pas? C'est important. Viens après, elle sera toujours là. J'ai regardé ma présentation à l'écran. 200 personnes inscrites, contrat signé. Les organisateurs préparaient cela depuis des mois. Je serai là dès que je pourrai. 4 jours au plus. Dis à Vanessa que j'arrive. Elle sera contente. Je t'aime, maman. Il a raccroché. Je suis restée assise là, à regarder le téléphone. Une petite fille. Christopher et Vanessa vivaient à Greenwich, Connecticut, dans une maison que les parents de Vanessa leur avaient donnée. Vieille fortune, vieille famille. Je vivais à Londres, gérant les propriétés de mon défunt mari, visitant le Connecticut peut-être une fois par an. Ce bébé allait changer ça. Je serais présente. Je serais le genre de grand-mère qui est là. J'ai donné mon discours 3 jours plus tard, j'ai pris l'avion de Berlin cet après-midi-là, j'ai atterri à Juevka le lendemain matin et j'ai conduit directement sur la île 95 dans une voiture de location. Je m'étais arrêté à Westport dans une boutique et j'avais acheté un hochet en argent, une couverture en cachemire et un agneau en peluche. Trop, probablement. Je m'en fichais. Leur maison se trouvait sur Round Hill Road, derrière de vieux érables aidés et parfaites, une maison coloniale blanche aux volets noirs. Je me suis garé dans l'allée circulaire juste après midi, j'ai pris mes cadeaux et je me suis dirigé vers la porte. Christopher a ouvert avant que je puisse frapper. Il avait l'air terrible, épuisé d'une manière qui semblait anormale pour un nouveau père. Maman, laisse-moi la voir. Où est-elle? Il a reculé mais ne s'est pas écarté. Entre. Nous devons d'abord parler. Les mots sonnaient faux. Vanessa est apparue derrière lui, vêtue de lin blanc et d'un chemisier en soie. Pas de bébé dans ses bras. Pas de régurgitation sur son épaule. Aucune trace de fatigue sur son visage. Bonjour, Nancy. Ils m'ont conduite au salon de réception, celui avec le canapé ancien et le portrait de la grand-mère de Vanessa au mur. Pas la salle de séjour aux meubles confortables où l'on tiendrait un nourrisson. Je suis resté debout. Où est le bébé? Christopher s'est assis. Vanessa s'est assise à côté de lui, les mains croisées. Assieds-toi, maman. Je ne veux pas m'asseoir.
Je veux rencontrer ma petite fille. Il a regardé ses mains. Vanessa m'a regardé de bas. Nous l'avons placée en adoption, a-t-elle dit. La pièce est devenue silencieuse. J'ai entendu ces mots, mais ils ne parvenaient pas à prendre un sens. De quoi parles-tu? Le bébé, a dit Christopher. Nous l'avons donné. C'est déjà fait. J'ai posé le sac de cadeaux par terre. La maison était trop calme. Pas de pleurs, pas de berceau, aucun bruit de bébé nulle part. Tu m'as appelé il y a 4 jours de l'hôpital. Je sais. Tu m'as dit que vous aviez une fille. Nous avons eu une fille. La voix de Vanessa était plate. Et nous avons pris la meilleure décision pour notre famille. Où est-elle? Christopher a finalement levé les yeux. Elle est avec une agence. Ils la placeront quand ils trouveront la bonne famille. Je suis la bonne famille. Dis-moi quelle agence et j'irai la chercher tout de suite. Vanessa a secoué la tête. C'est une adoption fermée. Nous n'avons pas à divulguer cette information. Quel âge a-t-elle? Elle est née il y a 5 jours, a dit Christopher doucement. Ma petite fille était en vie depuis 5 jours et il l'avait déjà donnée alors que je traversais un océan pour la rencontrer. Pourquoi? Vanessa s'est redressée. Elle est sourde. L'hôpital a fait un dépistage auditif avant sa sortie. Elle l'a raté. Ils ont refait le test, et l'ont confirmé. Je l'ai dévisagée. Elle est sourde. Oui. Et vous l'avez donnée parce qu'elle est sourde. Nous ne sommes pas équipés pour nous occuper d'un enfant handicapé, Nancy. Sois réaliste. Les spécialistes, la thérapie, le temps. Ma famille n'accepterait pas un petit enfant défectueux dans la lignée familiale. Le mot défectueux flottait dans l'air entre nous. Mes mains tremblaient. Je les ai plaquées contre mes cuisses. Dites-moi où elle est. Quelle agence? Je l'adopterai moi-même. Tu ne peux pas. Christopher s'est levé. Nous avons déjà vérifié avec des avocats. Les grands-parents n'ont aucun statut légal dans les cas d'adoption. Les tribunaux protègent les décisions des parents. Les dossiers sont scellés. Ils avaient vérifié. Ils avaient fait des recherches. Ils s'étaient assurés que je ne pouvais pas les arrêter. Si vous pouvez abandonner votre propre enfant, ai-je dit, alors vous n'êtes pas le fils que j'ai élevé. Le visage de Christopher s'est durci. Alors peut-être que tu ne me connais pas du tout. Tu vis à Londres. Tu viens une fois par an. Tu ne vas pas débarquer et nous dire comment gérer nos vies. Christopher. Vanessa lui a touché le bras, mais il s'est dégagé. C'est fait, maman. Elle est partie. Tu dois l'accepter. J'ai ramassé le sac de cadeaux. Le hochet a bougé à l'intérieur. Je ne l'accepterai jamais. Je suis sorti, je suis monté dans la voiture de location, j'ai conduit jusqu'à ce que je voie un Marriott près de l'autoroute, et j'ai pris une chambre. La chambre avait des murs beiges et une peinture d'un phare. Je me suis assise sur le lit dans mon manteau. Puis je me suis allongé. Puis j'ai pleuré jusqu'à ce que mes côtes me fassent mal. Quelque part dans le Connecticut, ma petite fille était avec des étrangers, personne qui l'aimait, personne qui la voulait. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma tête me lance. Puis je me suis arrêté et j'ai fixé le plafond. Christopher avait raison à propos de la loi. Je n'avais aucun statut, aucun droit. L'agence ne me dirait rien. Les tribunaux ne m'aideraient pas. Mais j'avais de l'argent. J'avais du temps. Et je ne quitterais pas le Connecticut sans elle. Je me suis redressé et j'ai appelé ma directrice de bureau à Londres. Petra, j'ai besoin que tu gères les choses à distance pendant un certain temps. Je reste aux États-Unis. Combien de temps? Je ne sais pas encore. J'ai raccroché et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai cherché des détectives privés dans le Connecticut. J'en ai trouvé un avec de bonnes critiques et j'ai envoyé une demande de consultation. Puis j'ai cherché des cours de langue des signes, l'American Sign Language, la langue qu'utilisent les personnes sourdes ici. J'ai trouvé un cours pour débutants qui commençait la semaine suivante à la bibliothèque de West Putnam Avenue, je me suis inscrite et j'ai payé en ligne. Il était plus de minuit quand je me suis enfin changé et brossé les dents. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain. 54 ans, décalage horaire, yeux gonflés. Je n'avais pas l'air de quelqu'un sur le point de chercher un enfant pendant des années, mais je le ferai.
Peu importe le temps que cela prendrait, peu importe le coût, j'apprendrai à signer pour que, lorsque je la trouverai, je puisse lui dire dans sa propre langue que je n'avais jamais cessé de chercher. J'ai éteint la lumière. Le lendemain matin, j'ai trouvé un appartement sur Riverside Avenue et j'ai signé un bail d'1 an. J'ai acheté une carte du Connecticut dans une librairie et je l'ai épinglée au mur de la chambre. J'ai trouvé des punaises au magasin de fournitures de bureau. J'ai planté la première punaise à Greenwich, où elle est née, où ils l'ont abandonnée. Demain, j'ajouterai d'autres punaises, partout où l'enquêteur me dirait de chercher, autant qu'il en faudrait. Je ramenai ma petite fille à la maison. Le cours de langue des signes avait lieu les mardis et jeudis soirs à la bibliothèque de Greenwich. 6 mois après avoir épinglé ce premier repère sur ma carte, j'étais assise en cercle avec 12 autres étudiants, essayant de faire épeler l'alphabet à mes doigts. Mes mains ne coopéraient pas. L'enseignante, une femme sourde nommée Carole, a fait une nouvelle démonstration. Ses doigts bougeaient avec fluidité et rapidité. Les miens s'en mêlaient sur la lettre G. Je ne pouvais pas tenir la forme pour le H. Pratiquer, a-t-elle signé. Mémoire musculaire de tous les jours. Je m'entraînais dans ma voiture. Dans la file d'attente à l'épicerie, avant de me coucher, mes mains me faisaient mal. Je confondais constamment B et F. Le détective privé que j'avais engagé a démissionné au bout de 8 mois. Il a dit que la piste était trop froide, les dossiers trop scellés. Je l'ai remercié et j'en ai engagé un autre. J'ai continué à aller en cours 2 fois par semaine. Après la première année, je pouvais tenir des conversations de base. Ma grammaire était fausse la moitié du temps, mais je pouvais poser des questions, comprendre des réponses simples. J'ai commencé à assister à des événements de la communauté sourde à Stanford, des rencontres autour d'un café dans un café de Summer Street, un club de lecture qui se réunissait tous les mois. Les gens étaient polis mais méfiants. Une femme entendante qui se présente, pose des questions sur l'adoption, sur les enfants sourds. Certains pensaient que j'étais une assistante sociale, d'autres gardaient simplement leur distance, mais je continuais à venir. J'ai appris à respecter quand quelqu'un préférait signer plutôt que parler. J'ai appris à ne pas toucher les gens pour attirer leur attention. J'ai appris que la culture sourde avait des règles et une histoire que je devais comprendre, pas seulement une langue à mémoriser. Finalement, une femme nommée Rita a commencé à me parler. Elle enseignait dans une école pour sourds à Hartford. Autour d'un café un après-midi, je lui ai parlé de ma petite fille. Ils l'ont abandonnée parce qu'elle était sourde, ai-je dit, en signant pendant que je parlais. Je la cherche depuis. Rita a regardé mes mains, mon visage. Combien de temps ? 2 ans maintenant. Et vous avez appris la langue des signes pour un bébé que vous n'avez jamais rencontré. Pour que je sois prête quand je la trouverai. Elle a hoché la tête lentement. Je vais me renseigner. Les écoles pour sourds, les programmes. Quelqu'un pourrait se souvenir de quelque chose. Mais personne ne s'est souvenu. Pas cette année-là. Ni la suivante. Je suis allé dans toutes les agences d'adoption dans un rayon de 300 km. Je leur ai montré les quelques détails que j'avais. Une petite fille née à Greenwich, abandonnée à 5 jours, sourde. La plupart ne voulaient pas me parler. Loi sur la confidentialité, dossier scellé. Certains étaient aimables. D'autres m'ont juste montré la porte. J'ai visité des orphelinats dans le Connecticut, à New York, dans le Massachusetts, à Rhode Island. J'ai traversé les salles communes en regardant les visages des enfants, me demandant si l'un d'eux pouvait être elle. J'ai interrogé les administrateurs sur les filles sourdes, sur les dossiers d'il y a des années. Un passe-partout. Mon deuxième enquêteur n'a rien trouvé. J'en ai engagé un troisième. 5 ans plus tard, j'avais visité plus de 200 établissements. J'avais 59 ans. Ma langue des signes était maintenant fluide, bien que les signeurs rapides me perdaient encore parfois. Je connaissais des gens dans la communauté sourde de 3 États. Ils connaissaient mon histoire. Certains aidaient quand ils le pouvaient. D'autres pensaient que je poursuivais quelque chose d'impossible. Un après-midi, j'étais assise dans ma voiture devant un orphelinat à Albany. Un autre non. Une autre impasse. J'ai posé ma tête sur le volant et j'ai pleuré. Elle aurait 5 ans maintenant. Marchant, parlant dans la langue qu'elle aurait apprise. Peut-être qu'elle avait été adoptée par une bonne famille. Peut-être qu'elle était heureuse. Peut-être que je devrais arrêter. Mais je ne pouvais pas. Ne sachant pas où elle était, avec qui elle était,
si quelqu'un lui signait, ne sachant pas si elle s'était déjà demandé ce qu'il était advenu de la grand-mère qui avait essayé de la trouver. J'ai essuyé mon visage et j'ai démarré la voiture. La communauté sourde a commencé à m'appeler la grand-mère qui n'a jamais cessé de chercher. Certains le disaient avec admiration. D'autres le disaient comme si j'étais obsédé. Peut-être que je l'étais. 10 ans après avoir planté cette première punaise sur ma carte, j'avais des centaines de punaises. Rouge pour les agences que j'avais contactées, bleu pour les orphelinats que j'avais visités, verte pour les écoles pour sourds que j'avais vérifiées. Les murs de mon appartement étaient couverts de cartes, de listes et de notes. J'avais 62 ans. Mes cheveux étaient devenus presque entièrement gris. Mes genoux me faisaient mal à force de conduire, de marcher dans les établissements, mais je n'arrêtais pas. Puis, un mardi matin de mars, mon téléphone a sonné. C'est bien Nancy? La femme qui cherche sa petite fille. L'appelante était une assistante sociale nommée Jennifer. Elle travaillait dans un orphelinat à Richmond, en Virginie. Quelqu'un dans la communauté sourde avait mentionné ma recherche. Je pense que je sais peut-être qui vous cherchez, a-t-elle dit. Il y a une fille ici. Elle est avec nous depuis qu'elle est un nourrisson. Elle est sourde. Elle a 12 ans maintenant. Personne ne l'a jamais adoptée. Mes mains sont devenues engourdies. 12 ans. Le bon âge. Comment s'appelle-t-elle? Nous l'appelons Hélène, mais ce n'est peut-être pas son nom de naissance. Ces dossiers sont rares. Je prenais déjà mes clés. J'arrive. Je peux être là dans 6 heures. Je serai là jusqu'à 17 heures. J'ai conduit sans m'arrêter. Je me suis arrêté une fois pour l'essence et le café. Mon cœur ne ralentissait pas. Cela pourrait être une autre impasse. J'avais déjà eu des appels comme celui-ci. Des pistes qui ne menaient nulle part. Mais quelque chose semblait différent. L'orphelinat se trouvait dans une rue calme de Richmond, une maison victorienne reconvertie avec une aire de jeu à l'arrière. Jennifer m'a accueilli à la porte. Elle était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être 30 ans, avec des yeux fatigués. Elle est dehors, a dit Jennifer. C'est l'heure de la récréation. Je ne lui ai pas dit que vous étiez là. Je ne voulais pas lui donner de faux espoirs. Nous avons traversé le bâtiment, passé devant des chambres, une cafétéria et une pièce pleine de jouets donnés, par une porte arrière jusqu'à l'aire de jeu. Là, a dit Jennifer en montrant du doigt. Une fille était assise seule sur un banc près de la clôture. Petite pour 12 ans, les cheveux foncés tirés en arrière, les épaules voûtées pendant que d'autres enfants jouaient au basket et grimpaient sur les équipements. Elle était assise à l'écart. C'est ce qu'elle fait, dit Jennifer doucement. Elle reste dans son coin. Elle a été rejetée tellement de fois. Des familles viennent, rencontrent les enfants, en choisissent un autre. Au bout d'un moment, je pense qu'elle a cessé d'espérer. Je ne pouvais plus bouger, plus respirer correctement. Puis-je lui parler? Allez-y. J'ai traversé la cour de récréation. La jeune fille n'a pas levé les yeux jusqu'à ce que je sois proche. Puis elle m'a jeté un regard rapide et a détourné les yeux, comme on le fait quand on a l'habitude d'être invisible. Je me suis assise sur le banc et j'ai signé. Bonjour, je m'appelle Nancy. Sa tête s'est relevée d'un coup, le choc dans ses yeux. Les adultes ne signaient généralement pas ici. Elle a signé en retour, lentement, incertaine. Je suis Hélène. Sa façon de signer était basique, son vocabulaire limité, comme quelqu'un qui aurait appris le minimum et n'aurait jamais eu l'occasion de beaucoup l'utiliser. Puis-je m'asseoir avec toi une minute? Elle a hoché la tête. Nous sommes restés assis en silence un moment. J'ai observé ses mains, son visage. Puis je l'ai remarqué sur son épaule gauche, visible là où le col de son t-shirt s'était déplacé, une petite tache de naissance en forme de virgule. Christopher avait la même marque au même endroit. Ma gorge s'est nouée. Hélène, puis-je te poser quelques questions sur tes origines? Elle a haussé les épaules, a signé. Je ne sais pas grand-chose. J'ai toujours été ici. Toujours depuis que je suis bébé. J'ai regardé en arrière vers le bâtiment où Jennifer se tenait, observant. Puis de nouveau vers Hélène. Je dois aller parler à quelqu'un à l'intérieur, mais je reviens tout de suite. Veux-tu bien m'attendre ici? Elle a hoché la tête, avec cette même expression vide, comme si elle avait appris à ne rien attendre. Je suis retourné vers Jennifer, les jambes tremblantes.
J'ai besoin de voir ces dossiers. Tout ce que vous avez. À l'intérieur, Jennifer a sorti un mince dossier. Né dans le Connecticut, placé à 4 jours par une agence privée. Arrivé dans cet établissement à 6 mois lorsque le placement en famille d'accueil temporaire de l'agence a échoué. Surdité confirmée. Aucun contact familial. Aucun intérêt pour l'adoption. La chronologie correspondait. Le lieu correspondait. La tâche de naissance correspondait. J'ai besoin d'un test ADN, ai-je dit. Je pense que c'est ma petite fille. Les yeux de Jennifer se sont écarquillés. Vous êtes sérieuse? Je la cherche depuis 12 ans. Je dois en avoir la certitude. Il a fallu 3 jours pour organiser cela par le biais d'avocat. 3 jours où je suis retourné à Richmond chaque matin pour m'asseoir avec Hélène. Nous nous parlions en langue des signes. Des conversations simples. Elle m'a demandé si j'habitais à proximité. Je lui ai dit que je vivais loin, mais que j'avais voyagé longtemps pour la rencontrer. Pourquoi a-t-elle signé? Parce que je cherchais quelqu'un, elle signait en retour, quelqu'un de très important. Les résultats de l'ADN sont arrivés un vendredi. J'étais dans le bureau de mon avocat à Greenwich quand il a ouvert l'enveloppe. Compatibilité à 99,7%, a-t-il dit. C'est votre petite fille biologique. J'ai mis mon visage dans mes mains et j'ai sangloté. 12 ans. 12 ans de recherche, de conduite, de questions, d'espoir et de quasi-abandon, et je l'avais trouvé. Le processus d'adoption s'est déroulé plus rapidement cette fois. J'avais de l'argent, un foyer stable, pas de signaux d'alarme. L'assistante sociale d'Hélène a soutenu la démarche. L'orphelinat l'a soutenue. En 3 mois, nous étions devant un tribunal de Virginie. Le juge a regardé Hélène. Comprends-tu ce qui se passe aujourd'hui? Hélène a signé et l'interprète a parlé. Nancy m'adopte. Je vais pouvoir partir d'ici. Comment te sens-tu par rapport à ça? Hélène m'a regardé, puis a signé. Bien. Le juge a souri et a signé les papiers. Nous avons pris l'avion pour Londres la semaine suivante. Hélène était assise près du hublot, regardant les nuages. Je lui avais parlé en signe du nouveau départ que nous allions prendre, de l'appartement à Londres, de ma promesse de la garder en sécurité. Et je le pensais. Elle a hoché la tête, puis a signé. Pourquoi as-tu cherché si longtemps? J'ai pris sa main et j'ai signé en retour. Parce que tu es ma petite fille, et que je n'arrête jamais de chercher la famille. Elle a pleuré alors. Moi aussi. L'avion a décollé et Hélène s'est appuyée contre mon épaule. Après 12 ans dans un orphelinat, après une vie à être rejetée, elle rentrait enfin à la maison. L'appartement de Londres semblait trop grand au début. Hélène se tenait dans l'embrasure de la porte de sa chambre et n'entrait pas. Elle fixait simplement le lit, le bureau, la fenêtre donnant sur la rue. C'est à toi, ai-je signé. Ta chambre? Elle a hoché la tête mais n'a pas bougé. Le premier mois, elle me regardait à peine, gardait les yeux baissés, sursautait quand je bougeais trop vite. Au dîner, elle mangeait vite, comme si quelqu'un pouvait lui enlever son assiette. Le matin, elle était réveillée avant moi, assise sur son lit, entièrement habillée, attendant. J'avais engagé un consultant sourd avant notre arrivée. Une femme nommée Myriam, qui m'a aidé à adapter l'appartement. Une sonnette visuelle qui faisait clignoter des lumières, des détecteurs de fumée stroboscopiques, un meilleur éclairage dans chaque pièce pour qu'Hélène puisse voir clairement les visages. Mais les changements physiques étaient plus faciles que le reste. La langue des signes d'Hélène était basique, fonctionnelle. L'orphelinat lui avait appris assez pour se débrouiller, mais pas assez pour vraiment communiquer. Ma langue des signes était fluide après toutes ces années de pratique. Mais la sienne avait des lacunes partout. Nous commencions une conversation, et elle se figeait, ne connaissant pas les signes dont elle avait besoin. J'éplais des mots, elle hochait la tête, mais je pouvais voir sa frustration. 3 semaines après notre arrivée, elle a signé « Merci » après le dîner. Spontanément, elle m'a simplement regardé et l'a signé. J'ai dû quitter la pièce pour qu'elle ne me voie pas pleurer. Le 2e mois, je l'ai inscrite dans une école pour élèves sourds dans le nord de Londres, avec une thérapie 2 fois par semaine avec une conseillère spécialisée dans les traumatismes liés à l'adoption. Hélène y est allée sans se plaindre. Elle rentrait fatiguée et silencieuse. Les autres élèves sourds essayaient de l'inclure. Je les observais à la sortie des cours,
je les voyais lui parler en signe, l'inviter à s'asseoir avec eux. Elle secouait la tête, s'asseyait seule. Son professeur m'a prise à part un après-midi. Elle a du mal socialement. Les autres élèves ne comprennent pas pourquoi elle ne participe pas. Elle a passé 12 ans à être rejetée, ai-je dit. Elle ne fait pas encore confiance. Le professeur a hoché la tête. Nous allons continuer d'essayer. J'ai fait des erreurs, beaucoup. Je parlais en signant, mélangeant la structure de l'anglais et de la langue des signes. Un soir, le professeur d'Hélène m'a appelé. Vous devez utiliser une langue des signes américaine pure à la maison, a-t-elle dit gentiment. Pas de communication simultanée, pas d'anglais sur vos lèvres pendant que vous signez. Hélène a besoin d'une immersion linguistique complète pour rattraper son retard. J'ai eu l'impression d'avoir échoué. Je ne savais pas. Maintenant, vous savez. C'est réparable. Alors, j'ai arrêté de parler quand je signais. C'était bizarre au début, pas naturel. Mais la compréhension d'Hélène s'est améliorée en quelques semaines. 6 mois plus tard, Hélène a eu une crise à cause de ses devoirs de mathématiques. Elle a crié, vraiment crié à voix haute, ce qui m'a surprise car je n'avais jamais entendu sa voix auparavant. Puis elle a jeté son manuel à travers la pièce, jeté sa trousse, balayé tout ce qui se trouvait sur le bureau. Je ne savais pas quoi faire. Je suis resté figé dans l'embrasure de la porte pendant qu'elle sanglotait bruyamment et gutturalement. Puis je me suis assise par terre et j'ai signé, je suis là. Je ne pars pas. Tu es en sécurité. Elle s'est effondrée à côté de moi. Je l'ai tenue pendant qu'elle pleurait. Tout son corps tremblait. Plus tard, sa thérapeute l'a expliqué. La peur de l'abandon d'Hélène était profonde. Toute correction, toute critique était ressentie comme un rejet, comme si elle était sur le point d'être renvoyée à nouveau. Cela va prendre du temps, a dit la thérapeute. Soyez patiente. Soyez constante. À la fin de cette première année, les choses ont commencé à changer. Hélène s'est fait une amie. Une autre fille sourde nommée Sophie, qui n'acceptait pas un nom comme réponse. Sophie a simplement continué à s'asseoir avec Hélène au déjeuner jusqu'à ce qu'Hélène commence enfin à lui répondre en signe. J'ai appris des stratégies parentales visuelles. Attirer l'attention d'Hélène avant de commencer une conversation. Utiliser des expressions faciales claires. Ne pas se tenir dos aux fenêtres où la lumière créerait une ombre sur mon visage et rendrait la lecture sur les lèvres plus difficile. L'éducation d'Hélène avait d'énormes lacunes. Elle pouvait lire à un niveau de 2e année, peut-être. Les mathématiques, c'était pire. L'orphelinat lui avait donné une scolarité minimale. J'ai engagé un tuteur sourd, un étudiant universitaire nommé James, qui utilisait une langue des signes pure. Hélène a mieux réagi avec lui qu'avec n'importe quel enseignant entendant. Lentement, elle a commencé à rattraper son retard. La 2e année, Hélène a rejoint le club de théâtre de l'école. Il jouait des histoires en langue des signes, de la poésie, des récits. J'allais à chaque répétition, à chaque représentation, je regardais Hélène sur scène utiliser ses mains pour peindre des images dans l'air. J'ai appris davantage sur la culture sourde en la regardant. Sa beauté, son histoire, sa communauté. Ce n'était pas un handicap. C'était une langue, une culture, tout un monde que j'avais passé des années à découvrir et que je ne voyais vraiment que maintenant. Un soir, Hélène m'a demandé de lui raconter la recherche, comment je l'avais trouvée. Nous nous sommes assises dans le salon et je lui ai tout raconté. L'appel de Christopher. La trahison. La première punaise sur ma carte. 12 ans de conduite, de questions et de quasi-abandon. Hélène a pleuré. A signé. Tu ne m'as pas abandonné. Jamais, ai-je signé en retour. Pas un seul jour. Pourquoi? Parce que tu es ma petite fille. Parce que tu comptais. Parce qu'ils avaient tort à ton sujet. Elle s'est appuyée contre moi. Je pensais que quelque chose n'allait pas chez moi. Toutes ces années. Chaque famille qui est venue est partie. Je pensais que j'étais cassé. Tu n'as jamais été cassé. La 3e année, Hélène s'épanouissait. À 15 ans, elle était confiante d'une manière que je n'aurais jamais imaginée pour cet enfant effrayé de 12 ans. Elle a participé à un concours régional de poésie en langue des signes. Elle n'a pas gagné, mais elle s'en fichait. Elle aimait simplement être sur scène. J'étais devenu membre d'une communauté de parents d'enfants sourds à Londres.
J'allais à des rencontres, à des événements de sensibilisation, j'en apprenais plus chaque semaine sur l'accessibilité, sur les droits, sur la lutte contre les systèmes qui tentaient de dévaloriser les personnes sourdes. Un soir, Hélène m'a posé des questions sur ses parents biologiques. Nous préparions le dîner ensemble. Elle a arrêté de couper les légumes et a signé. Pourquoi m'ont-ils vraiment abandonné? Je savais que cette question viendrait un jour. J'ai posé mon couteau. Parce que tu es sourde, ai-je signé. Honnêtement, ils pensaient que cela te rendait imparfaite. Ils avaient tort, mais c'est ce qu'ils croyaient. Penses-tu qu'ils le regrettent? Je ne sais pas. Je ne leur ai pas parlé depuis. Hélène a hoché la tête lentement, puis a signé, c'est leur perte. Je t'ai, toi. Ma gorge s'est nouée. Je t'ai, toi aussi. La 4e année est arrivée plus vite que prévu. Hélène a eu 16 ans. Nous avons parlé de son avenir. L'université, peut-être. Elle voulait étudier l'éducation des sourds, aider d'autres enfants sourds qui avaient grandi en se sentant comme elle. Tu serais incroyable dans ce domaine, ai-je signé. Tu crois? J'en suis sûr. Puis, un mardi matin, un courriel est arrivé d'une adresse que je n'avais pas vue depuis 16 ans. Le nom de Christopher dans ma boîte de réception m'a retourné l'estomac. Je l'ai fixé pendant une minute entière avant de cliquer. L'objet disait « Famille ». Ma main tremblait sur la souris. Maman, je sais que nous ne nous sommes pas parlé depuis 16 ans. Je sais que ce qui s'est passé était impardonnable. J'y ai pensé tous les jours. J'ai pensé à toi tous les jours. Je ne m'attends pas à ce que tu répondes. Mais je dois te dire quelque chose. Vanessa et moi avons adopté un fils. Il s'appelle Gabriel. Il a 18 ans maintenant. Un bon garçon. Mieux que je ne le mérite. Il commence l'université et il a posé des questions sur toi. A demandé s'il avait une grand-mère. Je lui ai dit que oui, mais que nous nous étions disputés. Il veut te rencontrer. Je sais que je n'ai aucun droit de demander. Je sais que je ne mérite ni ton temps ni ton pardon, mais Gabriel le mérite. Il n'a rien fait de mal. Il mérite de connaître sa grand-mère. Si tu es d'accord, si tu veux le rencontrer, je ferai en sorte que cela se produise. Quoi que tu veuilles. Je suis désolé, maman. Pour tout, Christopher. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis dirigé vers la fenêtre. Un petit-fils. Christopher avait adopté un fils. Après avoir abandonné Hélène parce qu'elle était sourde, il était allé adopter un garçon. L'avait gardé. Élevé pendant 18 ans. La colère a frappé en premier, chaude et vive. Ils avaient décidé qu'Hélène était trop imparfaite pour être aimée, mais un autre enfant convenait. Un enfant choisi était acceptable. Puis la confusion. Pourquoi maintenant? Pourquoi tendre la main après 16 ans de silence? Puis autre chose. La curiosité, peut-être. Ce garçon, Gabriel, 18 ans, il avait posé des questions sur moi, voulait me rencontrer. Je ne savais pas quoi ressentir. Hélène est rentrée de l'école 1 heure plus tard, m'a trouvé toujours debout à la fenêtre. Elle a signé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai pris mon ordinateur portable et je lui ai montré le courriel, observant son visage pendant qu'elle lisait. Son expression est devenue soigneusement neutre. Quand elle a fini, elle a levé les yeux vers moi. Un petit-fils? Je ne savais pas, ai-je signé. Il ne me l'a jamais dit. Ils l'ont adopté. Oui. Hélène est restée silencieuse un long moment, puis a signé. Que veux-tu faire? Je ne sais pas. Une partie de moi veut le supprimer et faire comme si je ne l'avais jamais vu. Une partie de moi continue de penser à ce garçon qui n'a rien fait de mal. Il est adopté, a signé Hélène, comme moi. Je sais. Veux-tu le rencontrer? Je me suis assise sur le canapé. Peut-être. Est-ce mal? Hélène s'est assise à côté de moi. Ce n'est pas mal. C'est ton petit-fils. Toi aussi. Je sais, mais il ne sait pas que j'existe et il pose des questions sur toi. Elle a fait une pause, a signé avec précaution. Si tu veux y aller, je viendrai avec toi. Je l'ai regardé. Hélène, je ne peux pas te demander de leur faire face. Tu ne demandes pas. Je propose. Tu ne devrais pas avoir à faire ça seule.
Ce sont les gens qui t'ont abandonné. Je sais qui ils sont. Mais je sais aussi qui je suis maintenant. Je ne suis plus ce bébé effrayé. Je ne suis même plus cet enfant brisé de 12 ans. Je vais bien. Et tu pourrais avoir besoin de renfort. J'ai presque souri. Du renfort. Un soutien moral. Appelle ça comme tu veux. Je viens. Ils ne peuvent pas savoir qui tu es. Pas encore. Pas tant que je n'ai pas compris ce qu'ils veulent vraiment. Hélène a hoché la tête. Donc, je suis juste ta fille adoptive du Royaume-Uni. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, a-t-elle convenu. Quand partons-nous? J'ai regardé à nouveau le courriel, les mots de Christopher sur les erreurs et le pardon, et ce petit-fils que je n'avais jamais rencontré. Bientôt, ai-je signé. Laisse-moi répondre d'abord. Organiser quelque chose. Au cours de la semaine suivante, j'ai échangé des courriels avec Christopher, j'ai organisé notre venue dans le Connecticut, je lui ai dit que je séjournerais dans ma propriété là-bas. Il a proposé que nous restions avec eux. J'ai décliné, lui ai dit que j'amenais ma fille adoptive. Il a dit que c'était bien. Qu'il avait hâte de la rencontrer. Je ne lui ai rien dit d'autre. Hélène et moi avons fait nos valises. Elle était plus calme que moi à ce sujet. La veille de notre vol, nous avons tout vérifié 2 fois. Passeport, documents, chargeur de téléphone. Hélène m'a regardé de l'autre côté des valises. A signé. As-tu peur? Terrifiée, ai-je signé en retour. Elle a souri. A signé. On va gérer, maman. Maman. Elle avait commencé à m'appeler ainsi il y a plus d'1 an. Chaque fois, cela me serrait la poitrine. Le lendemain matin, nous avons décollé de Heathrow. Hélène a dormi dans l'avion. J'ai regardé les nuages et j'ai pensé à ce qui nous attendait dans le Connecticut. À Christopher et Vanessa et à ce petit-fils que je n'avais jamais rencontré. À Hélène assise à côté de moi, forte et entière, retournant affronter les gens qui avaient décidé qu'elle ne valait pas la peine d'être gardée. L'avion a atterri à JFK. 7 heures plus tard, nous avons passé la douane, pris notre voiture de location et roulé vers le nord en direction de Greenwich, vers ce qui allait suivre. La propriété du Connecticut s'étendait sur 3 acres à Greenwich, la même ville où vivait encore Christopher. Je l'avais acheté des années auparavant, avant que tout ne s'effondre, avant de déménager à Londres, avant de passer 12 ans à chercher. La maison sentait la poussière et les fenêtres fermées quand nous sommes arrivés. Hélène m'a aidé à retirer les housses des meubles, à ouvrir les rideaux, à allumer les lumières. Nous avons passé l'après-midi à rendre l'endroit à nouveau vivable. Ce soir-là, j'ai envoyé un courriel à Christopher. Simple, direct. Je suis dans le Connecticut. Quand pouvons-nous nous rencontrer? Sa réponse est arrivée en moins d'1 heure. Demain? Il y a un restaurant sur Greenwich Avenue. Terrain neutre. Ce qui te met à l'aise, ai-je répondu. Demain à 18 heures, j'amène Hélène. J'ai hâte, a-t-il répondu. Moi non. Le lendemain soir, Hélène et moi sommes arrivés tôt au restaurant, un endroit calme avec des nappes blanches et un éclairage doux. Je l'avais choisi délibérément. Public, sûr, facile à quitter si nécessaire. Nous nous sommes assises près de la fenêtre. Hélène regardait la rue, les mains jointes sur ses genoux. Je pouvais voir la tension dans ses épaules. Ça va? Ai-je signé? Elle a hoché la tête. Juste nerveuse. On peut partir n'importe quand. Je sais. À 18h15, ils sont entrés. Christopher d'abord, puis une femme qui devait être Vanessa, puis un grand jeune homme derrière eux. Je n'avais pas vu mon fils depuis 16 ans. Il paraissait plus vieux que ses 46 ans. Des tempes grisonnantes, des rides autour des yeux, plus minces que dans mon souvenir. Il portait une chemise qui avait dû être chère autrefois, mais qui était usée au col maintenant. Vanessa semblait diminuer, toujours soignée, mais ses vêtements n'étaient plus de marque. Ses bijoux étaient fantaisie, pas de vrai. Elle se tenait droite, comme si elle jouait la comédie de la sérénité. Le jeune homme derrière eux devait être Gabriel. Grand, cheveux noirs, yeux bienveillants. Il avait l'air curieux et un peu nerveux. Christopher m'a atteint en premier. Maman. Je me suis levé. Je ne l'ai pas serré dans mes bras, je l'ai juste regardé. Christopher,
merci d'être venu, d'avoir accepté. Il a fait un geste vers la table. Devrions-nous nous asseoir? Nous nous sommes assis. Gabriel a pris le siège en face d'Hélène. Christopher a fait les présentations. Maman, voici Gabriel. Gabriel, voici ta grand-mère. Gabriel m'a souri, un sourire chaleureux et sincère. Salut, grand-mère. J'ai voulu te rencontrer depuis longtemps. Sa voix était gentille, rien à voir avec les tons prudents de ses parents. Gabriel, ai-je dit, c'est un plaisir de te rencontrer aussi. Je me suis tourné vers Hélène. Voici Hélène, ma fille adoptive du Royaume-Uni. Je l'ai trouvée dans un orphelinat quand elle avait 12 ans. Elle est sourde. Le visage de Gabriel s'est illuminé immédiatement. Il a regardé Hélène et ses mains se sont levées, formant des signes. Bonjour, a-t-il signé. Ravi de te rencontrer. Les yeux d'Hélène se sont écarquillés. Elle a signé en retour. Salut, tu connais un peu la langue des signes. Gabriel a signé et parlé en même temps. Je suis vraiment rouillé. J'ai étudié ça au lycée. Ta langue des signes est bonne, a signé Hélène en retour. J'ai observé le visage de Vanessa. Une lueur de quelque chose y est passée. De l'inconfort peut-être, mais aucune reconnaissance. Christopher avait l'air mal à l'aise aussi, mais pour des raisons différentes. Une vieille culpabilité, peut-être. Le serveur est venu. Nous avons commandé. Christopher a essayé de faire la conversation. Alors, maman, comment vas-tu? Comment va Londres? Bien. Tu gères toujours des propriétés? Oui. Il a hoché la tête. A essayé à nouveau. J'ai tellement regretté. Ce qui s'est passé. Comment nous nous sommes quittés. J'y pense tout le temps. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vraiment? Oui. J'étais jeune, stupide. J'ai pris de terribles décisions. Vanessa lui a touché le bras, mais il a continué. Je veux arranger les choses, si c'est encore possible. Je n'ai pas répondu. J'ai tourné mon attention vers Gabriel à la place. Je lui ai posé des questions sur ses études, sur ses projets. Il s'est animé en parlant d'université communautaire, pas d'une université prestigieuse. Il voulait étudier quelque chose. Il n'était pas encore sûr de quoi. Peut-être le travail social. Peut-être l'éducation. Pourquoi le travail social? Ai-je demandé. Il a haussé les épaules. J'aime aider les gens. Et je pense que je comprends ce que c'est que de se sentir à part. Hélène le regardait attentivement. J'ai interrogé Christopher et Vanessa sur leur vie. Ils ont parlé de réduire leur train de vie et de vivre plus simplement. Quand j'ai posé des questions directes, leurs réponses sont restées vagues. Christopher a mentionné qu'ils avaient déménagé dans un endroit plus petit. Vanessa a changé de sujet quand j'ai demandé pourquoi. Quelque chose n'allait pas, mais je ne pouvais pas identifier quoi. Gabriel a continué à parler à Hélène, a continué à signer malgré sa rouille, lui a posé de vraies questions sur ce que c'était d'être sourde, sur l'orphelinat, sur Londres. Combien de temps es-tu resté là-bas? A-t-il demandé. Dans l'orphelinat? Les mains d'Hélène ont bougé lentement. Toute mon enfance. De quand j'étais bébé jusqu'à ce que Nancy me trouve. Ça a dû être dur. Ça l'a été. Gabriel a hoché la tête. Quelque chose dans son expression disait qu'il comprenait plus que la plupart des gens. Quand le dîner s'est terminé, Christopher a demandé si nous pouvions nous revoir. Gabriel veut vraiment apprendre à te connaître, a-t-il dit. Et j'aimerais bien aussi, si tu es d'accord. J'ai regardé Gabriel, son expression pleine d'espoir. Nous pouvons nous revoir. Le soulagement de Christopher était visible. Peut-être chez toi la prochaine fois, moins formel. D'accord. Nous avons fixé la date pour la semaine suivante. En marchant vers la voiture, Hélène a signé, il est gentil, Gabriel. Oui, il n'est pas comme eux. J'ai remarqué qu'il connaît vraiment la langue des signes. Pas très bien, mais il a essayé. C'est vrai. La deuxième rencontre a eu lieu dans ma propriété. Gabriel a apporté des fleurs. Des vraies, pas chères. Un bouquet du supermarché. Il nous les a données à toutes les deux. Pour grand-mère et Hélène, a-t-il dit.
Christopher et Vanessa ont fait des conversations maladroites dans le salon. Je répondais par monosyllabes. Hélène restait silencieuse. Au bout de 20 minutes, Gabriel a demandé à Hélène si elle voulait voir le jardin. Elle m'a regardé. J'ai hoché la tête. Ils sont sortis sur la terrasse pendant que je restais avec Christopher et Vanessa dans un silence de plus en plus pesant. Par la fenêtre, je pouvais voir Gabriel et Hélène signer, rire. Quelque chose se passait entre eux, une connexion. Christopher a suivi mon regard. C'est un bon garçon. On dirait. Nous sommes fiers de lui. Je n'ai pas répondu à cela. La troisième rencontre, Gabriel est venu seul, a dit que ses parents avaient quelque chose à faire, mais qu'il voulait venir si c'était d'accord. C'était plus que d'accord. Lui et Hélène ont disparu à nouveau dans le jardin. Je les ai regardés de la fenêtre de la cuisine en préparant du thé. Ils étaient assis sur le banc de pierre, le téléphone de Gabriel sorti, tapant quelque chose, Hélène répondant. Tous deux absorbés par leur conversation. Quand ils sont rentrés 1 heure plus tard, ils avaient l'air heureux, à l'aise. Gabriel est resté pour le dîner. Nous avons commandé une pizza, nous sommes assis autour de la table de la cuisine au lieu de la salle à manger formelle. Gabriel m'a interrogé sur la découverte d'Hélène, sur le processus d'adoption, sur l'éducation d'une adolescente sourde. J'ai répondu honnêtement. Il a écouté comme s'il s'en souciait vraiment. Après son départ, Hélène s'est assise avec moi dans le salon. Il est différent, a-t-elle signé. De ses parents, de tous ceux que j'ai rencontrés. Il comprend. Le truc de l'adoption. Le sentiment que tu es censé être reconnaissant tout le temps. A-t-il dit ça? Pas exactement, mais je peux le dire. La 4e rencontre, Gabriel est venu dans l'après-midi. Christopher et Vanessa l'avaient déposé, disant qu'ils viendraient le chercher plus tard. Gabriel et Hélène sont allés directement au jardin. Je leur ai laissé de l'espace, j'ai fait de la limonade et je la leur ai apportée un peu plus tard. Ils étaient assis près l'un de l'autre. Gabriel montrait quelque chose à Hélène sur son téléphone. Des signes qu'il avait appris de quelqu'un. Hélène corrigeait doucement la forme de ses mains. Ils ont tous les deux ri quand il s'est trompé. Il a réessayé. Il a réussi, elle a applaudi. J'ai laissé la limonade et je suis retourné à l'intérieur, regardant par la fenêtre. L'aisance entre m'a frappé, comme s'ils se connaissaient depuis des années au lieu de quelques semaines. Quand Christopher est venu chercher Gabriel ce soir-là, Gabriel m'a serré dans ses bras. Vraiment, il m'a serré dans ses bras. Merci, grand-mère, de m'avoir laissé venir. D'avoir été cool avec tout ça. Tu es le bienvenu à tout moment. Il le pensait. Moi aussi. Après leur départ, je suis resté à la fenêtre. Hélène est venue à côté de moi. Quelque chose ne va pas, a-t-elle signé. Que veux-tu dire? Avec eux, Christopher et Vanessa. Leur façon de s'habiller, d'agir. Gabriel qui vient seul. Il leur est arrivé quelque chose. Je pensais la même chose. Tu l'as remarqué aussi. Difficile de ne pas le faire, mais Gabriel ne leur ressemble pas du tout. Non, ai-je convenu. Il ne leur ressemble pas. Quoi que Christopher et Vanessa cachaient, quoi que ce soit qui les ait ramenés dans ma vie après toutes ces années, il est difficile de croire que c'est vraiment une question de réconciliation. On verra bien. Mais Gabriel était réel. Sa gentillesse était réelle. Sa connexion avec Hélène était réelle. Et ça valait quelque chose. Même si tout le reste n'était qu'un mensonge. Un mois s'était écoulé depuis ce premier dîner maladroit. Gabriel venait à la propriété tous les quelques jours, parfois avec Christopher et Vanessa, plus souvent seul. Le lien entre lui et Hélène s'était approfondi pour devenir quelque chose qui ressemblait à une véritable fratrie. Ils se parlaient constamment en signes, riaient de blagues que je ne comprenais pas toujours, s'asseyaient près l'un de l'autre sur le banc du jardin avec leur téléphone, s'envoyant des messages sur des choses qu'ils ne voulaient pas dire à voix haute. J'ai vu cela se produire et je me suis senti à la fois reconnaissante et inquiète, car la vérité finirait par éclater. C'est un jeudi après-midi que tout a changé. Gabriel était de nouveau venu seul, disant que ses parents étaient occupés. Lui et Hélène sont allés directement au jardin, comme toujours. Je suis resté à l'intérieur, j'ai fait du café, j'ai commencé à répondre à des courriels dans le bureau. 1 heure a passé, puis 2. D'habitude, il rentrait à ce moment-là, affamé ou assoiffé,
ou prêts à m'inclure dans la conversation qu'ils avaient eue. Mais la maison est restée silencieuse. J'ai regardé par la fenêtre. Ils étaient toujours sur le banc, mais quelque chose était différent. Les épaules de Gabriel étaient voûtées. Les mains d'Hélène bougeaient vite, avec urgence. Même à cette distance, je pouvais voir la tension. J'ai failli sortir. Puis Hélène a regardé vers la maison, m'a vu à la fenêtre, a légèrement secoué la tête. Pas encore. J'ai donc attendu encore 30 minutes. Puis la porte arrière s'est ouverte. Ils sont entrés ensemble. Les yeux de Gabriel étaient rouges. Le visage d'Hélène avait cette expression soigneusement neutre qu'elle prenait quand elle retenait ses émotions. Ils m'ont trouvé dans le bureau. Se sont tenus dans l'embrasure de la porte. Nous devons te parler, a signé Hélène. J'ai fermé mon ordinateur portable. D'accord. Ils se sont assis sur le canapé. J'ai pris le fauteuil en face d'eux. Gabriel ne pouvait pas me regarder. Hélène a tendu la main et lui a serré la sienne. Que s'est-il passé? Ai-je demandé. Gabriel a commencé. Sa voix était rauque. Je dois te dire quelque chose sur la raison pour laquelle mes parents sont vraiment revenus, pourquoi ils voulaient que je te rencontre. Je me doutais que cette conversation allait arriver, mais je suis restée silencieuse. Les laisser parler. Il y a 6 mois, mon grand-père a été arrêté. Le père de ma mère. Il dirigeait une sorte de montage financier depuis des années, comme une pyramide de Ponzi. Tout s'est effondré. Le gouvernement a tout saisi. Il est en prison fédérale maintenant. J'ai digéré l'information. La famille de Vanessa, vieille fortune, non prestigieux, tout avait disparu. Gabriel a continué, ils ont tout perdu. La maison, les voitures, les économies, tout. Mon père a perdu son emploi parce qu'il ne l'avait que grâce aux relations de la famille de ma mère. Maintenant, ces relations ne veulent plus de nous. Où vivez-vous? Un appartement de 2 chambres, de l'autre côté de la ville. Ils sont au bord de la faillite. Ils ont des dettes partout. Les pièces du puzzle se sont assemblées, les vêtements usés, les réponses vagues, le désespoir sous la performance pleine de remords de Christopher. Et ils sont revenus vers moi pour de l'argent, ai-je dit. Gabriel a hoché la tête, incapable de croiser mon regard. Ils m'ont briefé avant notre premier dîner, m'ont dit quoi dire, comment agir. Ils ont dit que tu aiderais si je jouais le rôle du petit-fils, que tu te sentirais coupable d'avoir manqué mon enfance et que tu voudrais te rattraper. Hélène me regardait attentivement, vérifiant ma réaction. Et tu as marché dans leur jeu, ai-je dit à Gabriel. Au début, il m'a finalement regardé. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Ce sont mes parents. Je pensais que peut-être ils voulaient vraiment une famille. Que l'argent était secondaire. Mais ensuite je vous ai rencontrés, toi et Hélène, et j'ai réalisé ce que c'est qu'une vraie famille. Pas une performance, pas une obligation, juste une connexion. Sa voix s'est brisée. J'en suis malade. De vous avoir menti, d'avoir fait partie de leur plan. Vous et Hélène êtes les premières personnes qui m'ont fait sentir que je pouvais être moi-même. Et je suis ici sous de faux prétextes. Tu as 18 ans, ai-je dit. Tu es ici parce qu'ils t'ont amené. Ce n'est pas ta faute. Mais je suis revenu. J'ai continué à leur laisser croire que leur plan fonctionnait. Hélène lui a signé quelque chose. Il a hoché la tête. Il y a plus, a dit Gabriel. À leur sujet. Sur la façon dont ils traitaient les gens? Hélène m'a demandé de te dire quelque chose sur quand j'étais plus jeune. Il a pris une profonde inspiration. Quand j'avais 16 ans, je suis sorti avec une fille, Anna. Elle était sourde. J'ai appris la langue des signes pour elle. Nous sommes restés ensemble pendant 6 mois. Mes parents l'ont découvert et sont devenus fous. Je voyais où cela menait. Ma poitrine s'est serrée. Ils ont dit que je ne pouvais pas fréquenter ces gens-là. Que ça ruinerait mes perspectives, que les personnes sourdes avaient leur propre monde et que je n'y appartenais pas. Ils m'ont forcé à rompre avec elle. J'avais 17 ans. J'ai fait ce qu'ils m'ont dit. Ses mains se sont crispées. Je le regrette depuis. Le visage d'Hélène s'était figé. C'est pour ça que ma langue des signes est rouillée, a continué Gabriel. Je ne l'ai pas utilisée depuis. Je ne supportais pas de penser à Anna, à ce que j'avais fait. La pièce est devenue silencieuse.
Puis Hélène a commencé à signer. Gabriel a regardé ses mains. Elle dit que je dois te dire quelque chose maintenant, a-t-il dit. À son sujet. J'ai regardé Hélène. Qu'est-ce que c'est? Elle a pris une profonde inspiration, puis a signé et parlé en même temps. Je ne suis pas juste une fille adoptée que Nancy a trouvée. Je suis la fille biologique de tes parents. Le visage de Gabriel est devenu vide. Quoi? Quoi? Hélène a continué, ses mains fermes, même si je pouvais les voir trembler. Ils m'ont abandonné pour adoption quand ils ont découvert que j'étais sourde. J'avais moins de 2 semaines. Nancy prenait l'avion de Londres pour me rencontrer. Quand elle est arrivée, j'étais déjà parti. Il m'avait donné à une agence d'adoption et ne voulait pas lui dire où. Gabriel était assis, figé. Nancy m'a cherché pendant 12 ans, a continué Hélène. Chaque orphelinat, chaque agence, chaque école pour sourds. Elle m'a finalement trouvé quand j'avais 12 ans. J'avais été dans un orphelinat toute mon enfance. Personne ne voulait adopter un enfant sourd. Non, a dit Gabriel, ce n'est pas. Il n'aurait pas fait ça. Mais il pouvait entendre la vérité dans sa propre voix. Il l'aurait fait. Il l'avait fait. Ils t'ont abandonné parce que tu étais sourde, sa voix était plate. Et puis ils m'ont adopté parce que j'étais parfait. Hélène a hoché la tête. Gabriel s'est levé, s'est rassis, a mis sa tête dans ses mains. Les mêmes personnes qui m'ont forcé à rompre avec Anna parce qu'elle était sourde. Ils ont jeté leur propre bébé parce qu'il était sourd. Hélène a signé. Ce n'est pas ta faute. Je sais. Il a levé les yeux. Son visage était mouillé. Mais ils m'ont gardé. Ils m'ont élevé. Et tu as été seul dans un orphelinat pendant 12 ans parce qu'ils ont décidé que tu ne valais pas la peine. Je ne pouvais pas parler. Regardez Gabriel digérer cela, le voir relier les poings. Il s'est relevé, a commencé à faire les 100 pas. Je ne peux pas y retourner. Je ne peux pas les regarder en sachant ça. En sachant ce qu'ils ont fait à Hélène, en sachant qu'ils ne m'ont amené ici que pour te manipuler. Il s'est arrêté au milieu de la pièce. S'est tourné vers moi. J'ai 18 ans. Je peux choisir où je vis. Sa voix tremblait. Puis-je rester ici avec toi et Hélène? Bien sûr que tu peux rester, Gabriel, ai-je dit. C'est ta maison maintenant. Son visage s'est décomposé. Hélène s'est levée et l'a serré dans ses bras. Il s'est accroché à elle comme si elle était la seule chose solide dans la pièce. Par-dessus son épaule, Hélène m'a regardé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, ai-je dit, nous leur disons la vérité. Toute la vérité. Leur faire savoir que nous savons pour l'argent, pour le plan, pour qui est vraiment Hélène. Gabriel s'est reculé. Quand? Bientôt. Je les inviterai à dîner. Ici nous mettrons un terme à tout ça. Je devrais être celui qui leur dit, a dit Gabriel. Pour l'argent, pour ce que je sais. Tu n'es pas obligé. Si. J'en faisais partie. Même si je ne le voulais pas, je dois l'assumer. Hélène a signé. Nous le ferons ensemble. Tous les 3. Je les ai regardés. Mes 2 petits-enfants, l'un que j'avais cherché, l'autre que je venais de trouver. Choisissant tous les 2 la vérité plutôt que le confort. Choisissant tous les 2 cette famille improvisée plutôt que celle qui les avait utilisés. Ensemble. J'ai accepté. Gabriel s'est rassis. Hélène s'est assise à côté de lui. Je me suis déplacé vers le canapé et je me suis assise de l'autre côté d'Hélène. Nous sommes restés comme ça pendant un long moment. Tous les 3, à digérer, à nous préparer pour la suite. Dehors, le soleil a commencé à se coucher. Le jardin s'est rempli d'ombre. À l'intérieur, nous nous tenions les uns les autres, une grand-mère et 2 petits-enfants, prêts à affronter les gens qui nous avaient fait du mal. Prêts à en finir. 3 jours après que Gabriel et Hélène m'aient tout dit, j'ai envoyé l'invitation. Christopher, Vanessa, s'il vous plaît, venez dîner à ma propriété ce samedi à 19 h. Il y a quelque chose dont nous devons discuter. La réponse de Christopher est arrivée en moins d'1 heure. Avec plaisir. Merci, maman. À samedi. Je pouvais lire l'espoir dans ces mots, la supposition que j'étais enfin prête à les aider, que leur plan avait fonctionné. Le samedi est arrivé, froid et clair.
Gabriel était resté dans une des chambres d'amis depuis jeudi, il n'était pas retourné à l'appartement de ses parents. Ils avaient appelé 2 fois. Il avait laissé sonner. Cet après-midi-là, nous nous sommes préparés tous les 3, avons mis la table de la salle à manger avec la belle porcelaine, préparé un rôti avec des légumes, ouvert une bonne bouteille de vin pour la laisser respirer. Gabriel était silencieux, vérifiait son téléphone, le posait, le reprenait. « Tu n'es pas obligé de faire ça, ai-je dit. Hélène et moi pouvons nous en occuper. » Non, il a mis le téléphone dans sa poche. Je dois le faire. Je faisais partie de leur plan. Je dois assumer ça. Hélène lui a touché le bras, a signé. Nous sommes avec toi. Il a hoché la tête, a essayé de sourire. À 19h précise, la sonnette a retenti. J'ai ouvert. Christopher et Vanessa étaient sur le porche. Ils s'étaient bien habillés. Christopher dans un costume qui lui allait mieux autrefois. Vanessa dans une robe qui avait été chère. Elle tenait une bouteille de vin. Nancy. Vanessa a souri. Trop vivement. Nous avons apporté du vin pour ce soir. Entrez, ai-je dit. Ils m'ont suivi jusqu'à la salle à manger. Les yeux de Christopher se sont posés sur Gabriel, qui était assis à table à côté d'Hélène. Gabriel, je pensais que tu serais rentré maintenant. Changement de programme, a dit Gabriel. Nous nous sommes assis. J'ai servi le rôti, versé du vin, fait la conversation pendant qu'il s'installait. Christopher a essayé trop fort de combler le silence, a interrogé Gabriel sur ses projets universitaires, a complimenté la maison. Vanessa approuvait tout ce qu'il disait. Hélène était assise, silencieuse. Je pouvais voir ses mains sur ses genoux, serrées fermement. Nous avons mangé. Je les ai laissés se détendre. Je les ai laissés penser que tout se passait comme ils l'avaient prévu. Le dessert est arrivé. Tarte aux pommes, café. Vanessa a posé sa fourchette et a jeté un coup d'œil à Christopher. Nancy, a-t-elle dit. Nous voulions te parler de quelque chose d'important. Avant que vous ne continuiez, ai-je dit, j'ai quelque chose à vous dire à tous les deux. Je me suis levé, j'ai posé ma serviette. Gabriel et Hélène se sont redressés. Voici Hélène, mais je n'ai pas été tout à fait honnête sur qui elle est. Le visage de Christopher a changé, passant à la confusion. Vanessa s'est figée. Hélène n'est pas juste une fille adoptive que j'ai trouvée il y a 4 ans. Ma voix était stable, froide. Elle a passé 12 ans dans cet orphelinat de Virginie avant que je ne la trouve, depuis qu'elle avait moins de 2 semaines. La main de Vanessa a commencé à trembler. Sa fourchette a heurté l'assiette avec un bruit sec. Abandonnée pour adoption par des parents qui ne voulaient pas d'un bébé sourd, qui la pensaient imparfaite, qui n'ont même pas voulu dire à la grand-mère où elle était. La fourchette de Christopher s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Je l'ai cherchée pendant 12 ans, ai-je continué. Chaque orphelinat, chaque agence d'adoption, chaque école et programme pour sourds en si état. J'ai appris la langue des signes pour que, lorsque je la trouverai enfin, je puisse communiquer avec ma petite fille dans sa propre langue. Nancy, la voix de Vanessa était faible. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas elle. Sa tache de naissance correspondait à celle de Christopher. Même endroit, même forme. Son histoire correspondait à la chronologie. Le test ADN l'a confirmé avec une certitude de 99,7%. J'ai regardé Christopher. C'est ta fille, la petite fille que tu as abandonnée. Christopher a posé sa fourchette. Son visage était devenu gris. Tu m'as interrompu quand je t'ai supplié de reconsidérer, ai-je dit. Tu l'as abandonnée à moins de 2 semaines et tu n'as pas voulu me dire où. Je suis arrivé de Londres pour la rencontrer et elle était déjà partie. Vanessa s'est mise à pleurer. Pas des larmes de tristesse, des larmes de panique. Nous ne savions pas. Elle a dit, nous étions jeunes. Nous ne savions pas comment nous occuper d'un enfant sourd. Vous aviez 28 et 30 ans, ai-je dit. Vous aviez de l'argent, des ressources, une famille. Vous n'en vouliez pas. C'est différent. Gabriel s'est levé. Et je sais pourquoi vous êtes vraiment là. Pas pour la famille, pas pour la réconciliation, pour l'argent. Christopher s'est tourné vers lui. Fils, ce n'est pas vrai. Je leur ai tout dit, a dit Gabriel. Sa voix tremblait mais était ferme. Le montage Ponzi de grand-père,
la faillite, comment vous m'avez coaché avant ce premier dîner, comment vous m'avez dit de jouer sur la corde sensible du petit-fils parce que grand-mère se sentirait coupable et aiderait. La bouche de Christopher s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Je vous ai entendu répéter, a continué Gabriel. Ce que vous diriez quand vous lui demanderiez enfin de l'argent, comment vous le formuleriez, quels mots utiliser. Vanessa sanglotait maintenant. Nous n'avions pas le choix. Nous avons tout perdu. Ton grand-père nous a détruits. Vous aviez des choix, ai-je dit. Vous les avez faits. Vous avez abandonné un nourrisson parce qu'elle était sourde. Parce que votre famille se souciait plus des apparences que de la vie d'un bébé. Hélène s'est levée, a signé et parlé en même temps. J'ai passé 12 ans dans cet orphelinat. 12 ans à regarder des familles venir et partir sans moi. 12 ans à penser que quelque chose n'allait pas chez moi, que j'étais le problème. Christopher l'a regardé. L'a vraiment regardé pour la première fois. J'ai vu la reconnaissance le frapper. La tâche de naissance, l'âge, la chronologie. Hélène, a-t-il dit. Tu n'as pas le droit de dire mon nom, a-t-elle signé. Tu as renoncé à ce droit quand tu m'as abandonné. Gabriel s'est rapproché d'Hélène. Tu m'as forcé à rompre avec Anna quand j'avais 17 ans. Tu as dit que sortir avec des personnes sourdes ruinerait mes perspectives. Tu les as appelés, ces gens-là. Pendant tout ce temps, tu avais abandonné ton propre bébé parce qu'elle était sourde. C'était différent, a dit Vanessa. Comment? La voix de Gabriel s'est élevée. Comment c'était différent? Aucune réponse. Christopher a essayé une dernière fois. Maman, s'il te plaît. Nous avons fait des erreurs. De terribles erreurs. Mais nous sommes toujours une famille. Non, ai-je dit. Vous avez fait votre choix quand vous avez abandonné votre fille. J'ai fait le mien quand j'ai passé 12 ans à la chercher. Et Gabriel a fait le sien. Gabriel a regardé ses parents. Je sais que vous m'avez élevé. Je sais que vous m'avez donné un foyer. Mais ce que vous avez fait à Hélène, je ne peux pas l'ignorer. Je reste avec eux. Gabriel. Vanessa s'est levée. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. Nous t'avons élevé. Nous sommes tes parents. Hélène avait besoin de parents et vous l'avez jeté, a dit Gabriel. Sa voix s'est brisée. J'ai besoin d'une vraie famille maintenant. J'ai montré la porte. Quittez ma maison. Ne nous contactez plus. Vous avez perdu vos enfants. Tous les deux. C'est la conséquence de vos choix. Christopher s'est levé lentement. Vanessa pleurait trop pour parler. Il lui a pris le bras. Maman, a-t-il dit une dernière fois. Au revoir, Christopher. Ils sont sortis. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer. Puis des portières de voiture, un moteur qui démarre, des pneus qui crissent sur le gravier. Puis le silence. Gabriel s'est assis lourdement, a mis son visage dans ses mains, ses épaules tremblaient. Hélène s'est approchée de lui, a passé ses bras autour de lui. Je me suis assise de son autre côté, je les ai tenus tous les deux. C'est fini, ai-je dit. Gabriel a pleuré, un mélange de soulagement et de chagrin. Hélène a pleuré aussi, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Nous sommes restés comme ça jusqu'à ce que les bougies se consument et que le café refroidisse. Puis nous avons rangé ensemble, lavé la vaisselle, rangé les restes, des tâches normales qui semblaient nous ancrer. Après tout cela, Gabriel a dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là. Hélène dans la sienne. Je suis resté éveillé, pensant à Christopher, au fils que j'avais élevé et à l'homme qu'il était devenu, à la fille qu'il avait abandonnée et au petit-fils qui avait choisi la vérité plutôt que le confort. Le matin, nous allions réfléchir aux prochaines étapes, planifier notre retour à Londres, inscrire Gabriel à l'université là-bas, lui obtenir un passeport s'il en avait besoin. Mais cette nuit-là, nous existions simplement. 3 personnes qui s'étaient trouvées, qui s'étaient choisies, qui étaient devenues une famille, non pas par le sang, mais par le dévouement et l'amour. 3 mois plus tard, nous étions de retour à Londres. Hélène a repris ses études à son école pour sourds pour ces dernières années. Gabriel s'est inscrit à l'University College London, en travail social. L'appartement était bondé à 3, mais ça fonctionnait. La langue des signes de Gabriel s'améliorait de jour en jour. Hélène l'aidait à pratiquer, corrigeait sa grammaire, lui enseignait de nouveaux signes. Un matin,
je suis entré dans la cuisine pour les trouver déjà là. Hélène mettait la table. Gabriel préparait des toasts. Une routine facile que nous avions adoptée. Anna a envoyé un texto hier soir, a dit Gabriel. Hélène a levé les yeux. A signé. Qu'a-t-elle dit? Qu'elle avait reçu mes excuses. Qu'elle les appréciait. Il a souri légèrement. Nous allons continuer à parler. Voir où ça mène. Elle est toujours dans le Connecticut, donc c'est compliqué, mais c'est quelque chose. Hélène a souri. A signé quelque chose qui l'a fait rire et a signé en retour. J'ai fait du café, je les ai regardés, mes petits-enfants. À quoi penses-tu? M'a signé Hélène. J'ai signé en retour. À quel point j'ai de la chance. À quel point la recherche en valait la peine. Gabriel est venu, m'a serré dans ses bras. C'est nous qui avons de la chance, grand-mère. Hélène nous a rejoints. Nous trois, debout dans la cuisine en pyjama, avec la lumière du matin qui filtrait par les fenêtres. Nous avions commencé comme des pièces brisées. Une grand-mère qui cherche. Une fille abandonnée. Un garçon utilisé. Maintenant, nous étions entiers. Pas parfait. Non sans complications, mais une famille. Une vraie famille. Et c'était tout. Voilà mon histoire. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Christopher et Vanessa méritaient-ils une seconde chance ou ai-je pris la bonne décision? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires comme la mienne. They fucked this game up by doing this, and nobody sees shit. These niggas getting fucked. Come on, let's go. Oh, he's solo. Alright, let's go, let's go, let's go. Fuck. Come on, come on. Here. Alright. Come on, let's go, 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 come on. We're gonna have to tank that shit, dude. This is like the only cover besides this. Go, Paz, go! Go around, come on. This way. How the fuck do you see in this fucking... Yo. How the fuck do you see me? There. Warning, over there. Danger. Really, I got no ammo, dude. Danger. There. Heads up. Danger. How you see? I can't even see this nigga. He can see me. Yeah, I know. It's crazy. Raider, over here.
from the snap line, bro. Like, you have to move away from the ball. You said what? I can't hear people like you. Hold on, I can't understand retard. Move. That's what I'm trying to tell you guys, bro, but you won't listen. Like, I try to tell you to move. I'm not doing it. God. God. Hey, your parents taught you real well. Your parents taught you real well, man. Racist bitch. You racist bitch. You had to have been a part of the band as a Why would I come up, bro? Why would I come up? That's a complete Mr. Big Man. Mr. Big Man. Mr. Big Man. Mr. Big Man. Why would we want to jump up? I'm not saying I'm a big man. I was just telling you to move away from the snap line. To get shot in the head. I'm talking to the racists. I'm talking to the What kind of racists. person doesn't move away from a bomb that's imploding on them? I'm talking to the racist. The racist is the big man. He's a big man. Yeah, there you go. There he goes. Big man. Hey, big man. How you doing? How you doing? Oh, he blames his team. Did he die and blame his team? Is he one of those? He dies and blames his team? Oh, y'all suck. I'm dead because y'all suck. I can't see shit. They fucked up this game by doing this shit. Bro, is that like the only thing in your vocabulary right now? It is. It is. It is. No, pussy. Bro, yeah. Oh, pussy. He has one of those small brains. They're underdeveloped brains. Can't see shit. Why did they do this, man? It's so stupid. Is there someone right here? Oh my goodness, and then this bitch comes back.
so much fucking art. Thank you, Firefly.